L'immigration temporaire, elle a augmenté partout, dans l'ensemble du Canada. Par contre, en ce qui a trait à l'immigration permanente, on a quand même des seuils qui sont stables depuis plusieurs années et qui devraient le rester pour au moins les 2 prochaines années au Québec, tandis que le fédéral a fait le choix d'augmenter de manière progressive les seuils d'immigration permanente au cours des prochaines années. Or, le Canada est tombé en piège démographique l'année passée pour la première fois de son histoire. Donc, trop de croissance de population ou pas assez d'investissement pour la croissance démographique. En effet, on vit maintenant ce qu'on savait qu'il allait arriver si on s'intéressait un peu à la démographie, c'est-à-dire qu'on allait atteindre un moment où on n'aurait pas le choix de dépendre complètement de l'immigration pour la croissance démographique. Et ça a des effets, comme vous en parlez, à la fois dans les grandes villes, les petites villes, à la fois pour ce qui est de l'immigration temporaire et de l'immigration permanente. Et bien sûr, ça soulève des enjeux, ça soulève des inquiétudes, on pourra en parler. Et ça nous amène à ce que vous avez appelé, Stéphane Marion, dans une note économique en janvier, à une forme de piège démographique. Le Canada est plongé dans un piège démographique, puis on l'a vu dans le graphique, puis on va le revoir, le graphique de l'évolution de la croissance de la population au cours du dernier demi-siècle et un peu plus. Le bond est assez flagrant. Piège démographique d'abord, ça veut dire quoi? Ça va pas bien quand on est dans un piège démographique. Ça veut dire que on n'arrive pas à avoir assez d'investissement pour accommoder la venue des gens au Canada, de sorte que ça empêche les gens d'exprimer leur propre productivité. Donc, c'est lorsqu'il arrive un point où on fait face à une contrainte, la contrainte du capital et de l'investissement, qui ne permet plus d'augmenter le niveau de vie des gens au Canada. Puis, normalement, c'est l'apanage des pays émergents de tomber en piège démographique. Or, le Canada est tombé en piège démographique l'année passée pour la première fois de son histoire. Donc, trop de croissance de population ou pas assez d'investissement pour la croissance démographique. En tout cas, les deux ne suivent pas, là, autrement dit, puis on se retrouve avec un niveau de vie qui est au point mort. Le niveau de vie est illustré par le PIB réel par habitant. On voit l'évolution, le graphique présentement depuis 2016, avec ce niveau de vie qui suivait à peu près les Américains, bien que ça s'est détaché, les Américains. Le PIB réel par habitant s'est mis à s'accélérer plus qu'au Canada. Mais là, il s'accélère même plus au Canada, il est en baisse. Ce que ça veut dire, donc le PIB par capita, une autre façon de le voir pour les gens qui nous écoutent ce soir, c'est que lorsque vous travaillez plus longtemps et que vous gagnez moins d'argent, c'est ce que ça veut dire. Donc, l'enjeu canadien, c'est que j'ai pas assez d'investissement, pas assez de capital présentement pour compenser la croissance de l'immigration. Et quand on parle de croissance de l'immigration, maintenant, on parle beaucoup des résidents non permanents. L'immigration, en fait, non permanente, l'immigration temporaire, qui occupe une grande place parce qu'il n'y a pas de seuil. On a des seuils d'immigration permanente, on a une forme de contrôle, mais est-ce qu'on peut dire que sur les résidents non permanents, on n'a pas de contrôle? Bien, ce qu'on voit, c'est vraiment un changement de paradigme complet à peu près depuis 2015 où, historiquement, la quasi-totalité des immigrants qui venaient au pays débarquaient de l'étranger directement pour s'installer, alors qu'aujourd'hui, la situation est tout autre. D'une part, au Québec, en tout cas, à peu près un tiers des nouveaux détenteurs de cartes de résident permanent, c'est des gens qui étaient déjà sur le territoire parce qu'ils étudiaient ou ils travaillaient de manière temporaire. Et d'autre part, bien, on accueille aujourd'hui beaucoup plus, 3 fois plus au Québec, d'immigrants temporaires que d'immigrants permanents. Alors oui... la demande des milieux d'affaires? Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'au cours des dernières années, avec les pénuries de main-d'œuvre qu'on connaît, on a vu, oui, des employeurs qui sont allés davantage recruter à l'international, mais aussi des mesures qui ont été mises en place tant à Québec qu'à Ottawa pour faciliter la venue de ces travailleurs temporaires. Parce qu'on essaie de trouver des solutions aux pénuries de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un ensemble de mesures qui ont été mises en place. On avait peut-être moins évalué l'effet cumulatif de toutes ces mesures sur... Et quand on parle de mesures, on parle de toutes sortes de programmes qui ont pour objectif de faciliter la venue de migrants temporaires? Oui, absolument. Et une des choses, en plus de ces mesures-là, c'est la réalité qu'il y a des délais de plus en plus importants au niveau du traitement des demandes de résidence permanente, que ce soit au Québec ou au Canada. Ce qui crée un goulot d'étranglement chez les immigrants non permanents. Non résidents. Et donc, ce qui pourrait faciliter à la fois une décision d'aller chercher des gens à l'étranger parce qu'on aura la facilité d'aller les chercher plus rapidement, ou ce qui empêche aussi des gens de pouvoir atteindre la résidence permanente. Mais c'est quoi notre modèle, Mireille Paquet, aujourd'hui? C'est quoi le modèle Québec-Canada en matière d'immigration? On est où en 2024 par rapport à la vision qu'on a?
Bien, je pense qu'on est dans une période de remise en question. Comme on le disait justement, on est vraiment à un moment où on est dans un système d'immigration à 2 étapes, où une très grande majorité des gens qui accèdent à la résidence permanente sont des gens qui sont arrivés au Canada ou au Québec par le biais d'un permis temporaire, que ce soit un permis d'emploi, un permis de travail ou un permis d'études. Et dans ce cadre-là, bien, ça fait qu'on a des avantages parce qu'on a des gens qui ont de l'expérience de travail au Canada ou au Québec, souvent des compétences linguistiques, mais ça pose beaucoup de questions parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nos débats politiques, ce sont des débats sur les cibles d'immigration permanente et on ne débat pas ou on commence à le faire sur l'immigration temporaire. Ouais. Par contre, j'aimerais juste rajouter quelque chose. C'est important de ne pas nécessairement assumer qu'on n'a pas de contrôle sur l'immigration temporaire parce qu'on a clairement, on vit les conséquences d'enjeux ou de décisions auxquelles on n'a peut-être pas réfléchi, disons, sur les conséquences à long terme, mais le gouvernement continue d'émettre les permis et il y a un contrôle effectif. Le gouvernement... Donc, les gouvernements ont le contrôle de l'immigration temporaire. Absolument. Mais ils choisissent d'exercer ce contrôle de cette façon-là qui donne les chiffres que nous avons présentement. Quand j'enseigne à mes étudiants la politique de l'immigration et ce qui permet à un gouvernement de décider pourquoi, dans quelle direction on va, on dit toujours que les gouvernements font face à plusieurs clients, le milieu des affaires, les employeurs et tout ça, mais aussi les citoyens. Et souvent, les désirs de ces clients-là ne sont pas les mêmes. Donc, on a d'un côté les employeurs qui veulent une force de travail souvent axée, qui acceptera peut-être des salaires plus bas, versus les citoyens qui préféraient moins d'immigration. Ce que ça nous révèle aussi, et c'est ça qui est intéressant, Stéphane Marion, c'est que maintenant, on calcule tout le monde. Avant, on parlait effectivement que de l'immigration permanente. Peut-être pas vous, peut-être que vous surveillez aussi tous les chiffres de l'immigration, mais quand on fait le total à 1 200 000 personnes, vous dites qu'il faudrait être entre 300 et 500 000 par année au total? Moi, je suis un économiste. Oui, je sais. On ne fait pas de politique, là. Je l'ai dit dès le départ, on n'est pas dans la politique, on regarde les chiffres et les faits avec vous. Puis je veux quand même dire aux gens, puis le plus célèbre démographe canadien, David Foote, avait dit que la démographie explique les 2 tiers de tout. Donc, vous comprendrez que si on se trompe sur le chiffre, on a un enjeu de société. Or, l'enjeu présentement, au niveau du chiffre, il y a beaucoup de gens qui débattent, on peut parler de la composition, mais il semble qu'il n'y a personne qui veut donner le chiffre. Puis les politiciens ne sont pas bien équipés pour donner ce chiffre-là, ce qui nous amène à un environnement où, présentement, est-ce que le chiffre est trop élevé ou pas? Puis, comme société, on doit maximiser le bien-être de l'économie sous contrainte. Puis la contrainte, elle peut être financière, elle peut être physique, le nombre de logements, ça peut être le nombre d'hôpitaux, le nombre d'infrastructures. Donc, c'est comme si on avait décidé, on va augmenter le chiffre toujours jusqu'à en arriver au point de bascule. Bien là, depuis l'année passée, on a frappé le point de bascule, ce qui amène la remise en question. Puis c'est dramatique parce qu'on n'aurait pas dû se rendre jusque-là. Donc, c'est l'enjeu de société auquel on fait face. Peut-être un élément qu'on doit quand même distinguer, c'est la situation au Québec versus dans le reste du Canada. Parce qu'il faut se rappeler que l'immigration temporaire, elle a augmenté partout, dans l'ensemble du Canada. Par contre, en ce qui a trait à l'immigration permanente, on a quand même des seuils qui sont stable depuis plusieurs années et qui devrait le rester pour au moins les 2 prochaines années au Québec, tandis que le fédéral a fait le choix d'augmenter de manière progressive les seuils d'immigration permanente au cours des prochaines années. Ouais. Alors, c'est sûr que l'impact va être aussi différent ou les enjeux différents entre le Québec et le Canada. Et ça fait en sorte que quand on regarde dans le G7, le Canada est l'endroit où la croissance de la population est la plus élevée de 2016 à 2021, 5,2 %. Le Royaume-Uni, les États-Unis, plus de 2 %. La France, 1,2 %. L'Allemagne, 1 %. Le Japon, 1,3 %, l'Italie, 2 %. Le Canada se démarque en termes de croissance démographique qui est franchement plus rapide qu'ailleurs. Est-ce qu'on se l'explique? On va terminer ce segment là-dessus. Bien, c'est le résultat. On dit qu'on ne veut pas faire de politique, mais c'est le résultat d'une décision politique. Maintenant, la question est de se poser, est-ce qu'on a vraiment eu le débat sur cette orientation-là? Ouais. Ça fait très longtemps qu'on entend une crise démographique. On nous dit qu'il y aura un enjeu au niveau des pénuries de main-d'œuvre et tout ça. Il semble y avoir eu des décisions qui n'ont peut-être pas été comprises et nécessairement discutées par l'ensemble des citoyens.